Bonjour et puis merci d'être là, aussi nombreux, parce que on est un petit peu surpris des demandes qui ont été faites. Ça montre que quand même la semence vous questionne et vous avez envie d'en savoir plus. Et surtout, la semence d'un point de vue biodynamique, c'est-à-dire qu'on a une particularité, disons qu'on essaye de voir un peu plus loin que la graine. Et je ferai la distinction entre graines et semences. Pour moi, c'est deux choses différentes qui peuvent se retrouver dans le même objet d'ailleurs. Le but, c'est quand même de vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière la semence. Et puis, dans la deuxième partie, j'essaierai de vous donner quelques indications pour faire vous-même vos propres semences dans votre jardin. Je précise que ce n'est pas un webinaire pour les professionnels, mais simplement pour les jardiniers, amateurs ou confirmés, mais disons qu'avec le regard biodynamique. De quel droit je parle des semences? En fait, c'est tout simplement parce que moi, j'ai été paysan, agriculteur et éleveur de chèvres dans le Limousin. Et depuis très longtemps, je suis intéressé par les semences, et que ce soit les céréales, que ce soit les légumes. Et on a travaillé depuis très longtemps, au départ, avec le syndicat d'agriculture biodynamique. Et puis après, je suis rentré aussi au réseau Semences Paysannes, qui est un réseau, je le préciserai un peu plus tard. Et donc, je suis aussi administrateur du réseau Semences Paysannes. Et donc, je vous parlerai des semences. Donc, pour commencer, j'ai une question à vous poser. Tic. Bon, vous voyez, bon, ça reprend un petit peu ce que vous avez vu dans la petite vidéo que Alan vous a envoyée. Vous avez vu ce haricot qui poussait depuis la graine jusqu'à faire une grande plante. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Bon, c'est des petits pois. Par contre, vous voyez qu'il y a une anomalie dans cette photo, parce que ce que disait la petite vidéo, c'est que la plante commence d'abord par aller chercher sa racine. La plante, la graine, quand elle arrive dans le sol, quand elle germe, la première des choses, c'est rentrer dans le sol. La plante a besoin de s'ancrer dans le sol avant d'aller chercher le ciel au-dessus de sa tête. Donc, la photo n'est pas normale. Passons. Donc, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une graine, à votre avis? Vous y réfléchissez 10 secondes. Une graine, comment vous la définiriez? Bien, la première des choses, c'est le fruit, on peut dire, d'une longue métamorphose, puisqu'on a dit que, et vous l'avez vu dans la petite vidéo, cette graine commence à germer, s'ancrer, et puis elle va vers le haut, et elle commence les cotylédons. Alors, des fois, il y en a deux chez les dicotylédones, des fois, il n'y en a un cotylédon dans les monocotylédones. Le blé, par exemple, n'a qu'un cotylédon. Et donc, c'est à partir de là, il commence à y avoir, c'est pas vraiment des feuilles, les cotylédons, mais c'est les premiers organes qui permettent de capter la lumière, donc avec de la chlorophylle dedans. Et puis, petit à petit, il y a une petite tige qui se forme, et puis des nouvelles feuilles, et puis, etc. Une tige, une feuille, deux feuilles, ça dépend, etc. Puis ça monte, et on a l'impression que la plante, elle grossit. Les feuilles sont de plus en plus grosses. Et puis, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ces feuilles, elles commencent à diminuer de volume. Et plus on monte dans la plante, et plus les feuilles se rétrécissent, se divisent. Et puis, au bout d'un moment, on a quelque chose qui est complètement resserré. Alors, c'est des petites feuilles, si on regarde, les petites sépales et tout ça, c'est vraiment rien du tout. C'est le bouton floral. Et là, à nouveau, il y a une grande métamorphose, c'est-à-dire que la fleur s'ouvre, et là, elle regarde le cosmos et elle attend d'être fécondée. Donc ça, c'est la phase de croissance. Donc, inspire, expire, inspire, expire. À chaque fois, à chaque feuille, c'est un mouvement comme ça qu'on retrouve dans la respiration humaine, bien sûr, et puis dans beaucoup d'autres phénomènes. Donc, arrivé à cette fleur, eh bien là, à ce moment-là, c'est un autre processus qui se passe, c'est que la graine est fécondée, enfin la graine,
Les ovules sont fécondés avec le pollen, et à ce moment-là, c'est un autre processus, c'est quelque chose qui se referme. Et donc, la plante par elle-même est toute concentrée dans ce fruit qui peut être qui contient la graine aussi. Et donc, petit à petit, c'est une concentration. Et la plante dépérit. Je parle là, bien sûr, d'une plante annuelle, typique, mais qui n'est pas une ou l'autre, c'est tout à peu près pareil. Voilà, donc si on veut, le fruit, c'est donc une longue métamorphose. Et c'est aussi quelque chose que je voudrais vous dire, c'est quand même la graine, c'est un concentré de l'histoire de la plante. Parce que tout ce qu'elle a vécu dans sa croissance, des feuilles, mais aussi des racines, tout ça, si vous voulez, se retrouve concentré dans le fruit qui contient les graines. Des fois, le fruit est pratiquement réduit à rien du tout, quoi. Donc, dans la graine, il y a tout ce qu'a vécu la plante, c'est concentré dans cette graine. Et la plante disparaît pour les annuels. Hein. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un concentré de toute cette histoire-là. Et puis, c'est aussi autre chose. Eh bien oui, c'est là où on va parler de semences. C'est-à-dire qu'il y a dans cette graine une potentialité pour renaître et pour redonner une plante. Et cette plante sera identique, ou à peu près identique, à celle qui a donné la graine. Donc, dans la graine, il y a cette potentialité de renaissance. C'est quelque chose qui est... Alors, quand vous regardez une graine comme ça, vous ne le voyez pas, ça. Vous vous dites, ben oui, c'est une bonne graine, elle va germer, puis j'aurai des haricots, ou j'aurai des carottes, etc. Donc, c'est dans la graine, il y a cette potentialité de refaire une autre plante. Et puis, une dernière chose, eh bien, la graine, c'est un porteur de l'hérédité et un gage de durabilité de l'espèce. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, l'hérédité, c'est d'une plante, mettons une carotte, eh bien, elle va redonner une carotte. Donc, on est sûr qu'à chaque cycle d'une plante, vous aurez encore une carotte, si c'est une carotte, ou un chou, ou une chou. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est stable et qui va durer pendant toutes les générations de plantes. Vous avez toujours la même espèce, la même variété qui se reproduit. Donc, c'est quelque chose qui est assez formidable parce que dans une graine je dirais toute bête, non, pas toute bête, mais toute simple, c'est une petite bille des fois. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui est formidable, c'est que ça va permettre de redonner encore une nouvelle chose, identique. Et ça se perpétue d'année en année. Mais dans cette graine, il y a aussi une histoire. C'est l'histoire de toutes ces communautés de paysans du monde entier qui se sont occupés de ces plantes. Et dans tous les pays, pratiquement, vous aviez ces communautés. Je parle de communautés agricoles, agraires. On ne parle pas des communautés dont on parle au jour d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, c'est plus du tout la même chose. Mais toutes ces communautés ont eu le souci de s'occuper parce qu'ils ont eu conscience de la valeur de ces semences pour leur nourriture, bien sûr. Et donc, ils ont fait très attention. Ils étaient conscients de ce précieux trésor qu'est la semence, la graine. Donc là, vous le voyez dans différents pays. À chaque fois, on voit ce souci de préserver ces semences pour les générations qui vont suivre. Voilà. Oui. Donc, en fait, la graine, c'est deux choses. Donc, c'est cette enveloppe, cette boule là, un petit peu matérielle. Bon, un haricot, c'est un haricot, hein. Mais je voudrais séparer le haricot de la semence qu'il y a dedans. C'est le même objet. Il y a un côté alimentaire. Bien sûr, on mange du blé, on ne mange pas des semences de blé. Le haricot, c'est pareil, on mange des haricots pour faire le cassoulet, mais on ne mange pas la semence. Et pourtant, on l'avale aussi. Donc, c'est là où il y a une différence entre la semence
Et la graine, c'est plutôt de la matière. Si on le nomme vraiment, la graine, c'est une matière. Et dedans, il y a la semence, c'est-à-dire ce potentiel pour reproduire la plante à l'identique. Voilà. Si je vais un peu plus loin, alors c'est là où se pose quand même cette question-là. Oui, mais donc les générations d'avant nous se sont toujours occupées de ces semences et ils les ont transportées depuis la nuit des temps, je dirais pas la nuit des temps, mais enfin depuis des millénaires. Ils ont réussi à garder cette semence, la maintenir et l'arriver jusqu'à maintenant. Or, depuis, là, je vous ai mis un petit tableau, depuis environ 100 ans, on vous dit 75% des légumes ont disparu. Je parle des légumes, hein, mais on pourrait faire la même chose avec d'autres plantes comme les céréales ou d'autres choses comme ça. Hop là, pardon. Et donc, si on regarde le tableau, là, en 100 ans, voilà, il y a 100 ans, il y avait 288 radis. Il n'y en a plus que 17 espèces. Dans les choux, je crois que c'est les choux, là, 544 variétés de choux à l'époque, il n'y en a plus que 28, etc. Hein, si on prend je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça c'est le petit pois par exemple, je crois que c'est le petit pois. Hein. Vous en avez 408 il y a 100 ans, maintenant il n'y a plus que 25 variétés. Donc il y a une érosion constante de cette diversité, et c'est là que c'est quand même... oh non, non, hop là, blou, 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 je reviens en arrière, excusez-moi, j'ai pianoté un peu vite. Oui, et ce qui est assez remarquable, c'est qu'on arrive à un moment maintenant où, avec 12 plantes, on arrive à nourrir la majorité de la population. C'est que 12 plantes qui sont sélectionnées pour faire la nourriture. Alors qu'avant, il y en avait des milliers et des milliers de plantes différentes pour nous nourrir. 75% des calories et protéines végétales consommées par l'humanité ne proviennent que de 3 céréales. Oui, dans le monde entier, maintenant c'est dans le monde. La plupart des gens mangent du riz, du maïs ou du blé en base. Après, il y a bien sûr un petit peu d'assaisonnement ou d'autres légumes pour faire un petit peu varier, mais c'est quand même l'essentiel. Voilà, alors si je pouvais enlever ce petit machin en bas, non, je ne peux pas. Voilà, donc on a actuellement de moins en moins de variétés et quelque chose qui est aussi que je parlerai tout à l'heure, c'est cette mainmise des multinationales sur les semences. J'avance un peu. Alors, ce qui vous intéresse peut-être aussi, vous, jardiniers, je suppose que vous êtes tous un petit peu jardiniers, ben, c'est aussi de voir comment on peut produire nos semences sans être obligé de les acheter, donc de les avoir et qu'ils soient adaptés à votre jardin, à votre environnement. Et donc, comment on peut faire ça? Alors, ce n'est pas compliqué. Par contre, ça demande un peu de soin et d'attention. On a dit, c'est quand même les semences, ce sont des trésors de potentialité et donc des trésors qui nous viennent de loin, des générations anciennes. Et donc, on a ce souci, comme on fait les anciens, de garder ce patrimoine quelque part. Donc, comment on va faire, nous, jardiniers, au XXIe siècle, pour faire quand même nos semences? Alors, ça commence toujours, hein, vous le savez, on sème d'abord, avant de récolter. Donc, la première des choses, pour avoir des semences de bonne qualité, on prépare un lit de semences. Alors, j'aime bien ce mot de lit de semences. Ça vous fait écho, quand on attend un bébé dans une famille, en général, on prépare le lit du bébé. C'est un petit peu pareil là. Dans votre jardin, vous allez préparer le lit pour mettre la semence, pour qu'elle y soit bien,
qu'elle puisse bien se développer, comme quand on prend soin d'un bébé. Donc la première des choses, c'est de nourrir le sol avec un bon compost biodynamique. Bon, vous savez comment on fait le compost biodynamique, hein, c'est tout un tas de matières organiques en décomposition, et nous, en biodynamie, on rajoute des préparations, les préparations du compost qui vont orienter les fermentations, chacune à sa façon. L'une va travailler avec l'azote, l'autre avec le phosphore, l'autre avec le calcium, etc. Et ce compost, donc, les préparations aident les matières organiques à se décomposer harmonieusement. Mais en plus, elles rendent le compost sensible aux influences du cosmos. C'est-à-dire que chaque préparation est en lien avec une planète. Et donc, quand le compost biodynamique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simplement de la matière organique, de l'azote et du phosphore et du potassium, hein. C'est quelque chose de bien différent, et il y a énormément de vie dedans. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, on prépare le sol, on y met du compost. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour dire il en faut une boîte ou un seau ou pas du tout, selon les légumes. Mais ça, vous le savez bien. Et puis, ce qu'on fait avant, c'est qu'avant ou au moment du semis, on passe cette préparation qu'on appelle bouse de corne. La bouse de corne, hein, c'est de la bouse de vache que l'on met dans une corne de vache, que l'on enterre pendant 6 mois, les 6 mois d'hiver, enfin les 6 mois d'hiver, les 6 mois, il n'y a pas 6 mois d'hiver, mais les 6 mois depuis environ l'équinoxe d'automne jusqu'à l'équinoxe de printemps. Et donc, quand on ressort, on a ce qu'on appelle la bouse de corne. Et c'est cette bouse de corne qu'on va dynamiser, brasser donc pendant 1 heure, et qu'on va répandre sur le sol. Alors, ça sert à quoi, cette bouse de corne? Eh bien, ça va aider la plante, la semence que vous allez mettre dedans. Vous allez l'aider à prendre mieux racine, à mieux épouser le sol, si on peut dire. Et donc, à ce moment-là, vous aurez un chevelu racinaire plus important. Et puis, en plus, ça aide aussi à structurer le sol. Ça, c'est la première des choses. Donc, on prépare son lit de semences, on l'a fertilisé avec du compost, et puis là, on balance avec une balayette pour les jardiniers. On met un petit peu de bouse de corne en grosses gouttes sur le sol. Après aussi, il y a quelque chose qui est important pour nous. Eh bien, comme vous le savez, la Lune, le Soleil, les astres, les autres planètes et tout ça tournent autour de la Terre, et puis il y a des moments particuliers où elles ont une influence particulière. Donc, on choisira des dates de semis. Alors, pour ça, on a des outils quand même au mouvement d'agriculture biodynamique. On a ce calendrier, voilà, je crois que vous le voyez bien là, comme ça. Voilà, le calendrier des semis, calendrier biodynamique qui vous donne sur les pages intérieures les différents jours où vous pouvez semer les différents légumes. Alors, en bleu, ce sont tous les légumes feuilles. En rouge, les légumes qui donnent des fruits plutôt. Les tomates, par exemple. En feuilles, c'est les choux, les salades, etc., les épinards. En violet, ce sont les racines, carottes, betteraves, etc. Et en jaune, ce sont plutôt les fleurs, les légumes qui font plutôt des fleurs. Éventuellement un chou-fleur, et puis toutes vos belles fleurs pour agrémenter votre jardin. Il y a quelques jours, vous voyez peut-être là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des jours qui sont rayés, qui sont mis en noir. Alors là, attention, hein. Évitez ces jours-là, parce que les influences qui sont transmises par les astres ne sont pas de bonne qualité. Disons que ça déséquilibre un petit peu ce qui arrive sur le sol. C'est la première des choses, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails vraiment d'être très pointu, c'est-à-dire, oh là là, aujourd'hui c'est fleurs,
et puis je voudrais semer des choux, et puis manque de peau, demain c'est feuilles, mais je ne suis pas là, etc. Ne vous cassez pas trop la tête quand même, dans un premier temps, essayez ça, mais plutôt évitez les jours noirs, les jours barrés dans le calendrier, parce que c'est des influences qui ne sont pas très bonnes. Voilà, donc on essaye de choisir les bonnes dates. Si vous avez des choux, ben vous choisissez un jour plutôt feuille. Si vous pouvez le semer, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, ben vous le mettez à un autre jour et ce n'est pas catastrophique. Ces influences du cosmos, elles sont pas, c'est pas les premières qui jouent. Elles agissent peut-être à 10% de la réussite de votre semis. Mais les premières des choses, c'est d'abord que le sol soit humide et soit suffisamment chaud. La graine ne germe que s'il y a de l'humidité. Là, avec cet été qu'on a eu, si on n'arrose pas, le sol était sec, mais alors archi sec et en profondeur, vous pouviez mettre les graines, elles ne sont pas sorties. Hein. J'ai semé des engrais verts, il a fallu attendre 3 semaines qu'il y ait un peu de pluie pour commencer à voir germer les plantes. Donc, la première des choses, c'est l'eau, la fertilisation, bien sûr, et puis la chaleur. Alors, la chaleur, ça dépend des plantes aussi. Les tomates, par exemple, il leur faut de la chaleur. C'est une plante de chaleur. Il leur faut un minimum de 18 degrés au minimum pour qu'elle commence à germer. Et s'il y a un peu plus, c'est mieux. Et puis, il y en a d'autres qui s'en fichent pas mal, qui peuvent germer n'importe quand. Donc, ça aussi, c'est chaque plante a ses préférences pour semer et pour germer correctement. Après, une fois que c'est semé, bien sûr, ça pousse. Si vous avez fait tout ça dans les bonnes conditions, normalement, vous avez des plantes qui germent et puis qui développent des feuilles. Première des choses, elles font des feuilles. Presque toutes les plantes font d'abord des feuilles. Hein. Parce que la feuille c'est quand même… Alors, on dit des fois, c'est l'usine de la plante, mais j'aime pas ce terme-là. Mais enfin, c'est quelque chose qui se passe dans la feuille qui est quand même extraordinaire. Vous avez une plante, vous avez le soleil, et grâce au soleil et à la plante, vous avez pratiquement toute l'alimentation humaine. Et j'irai même plus loin, vous avez même aussi l'énergie transformée, puisque quand vous brûlez du charbon, il ne faut pas le faire en ce moment, hein. Mais quand vous brûlez du charbon, en fait, vous brûlez des plantes qui se sont transformées il y a plusieurs siècles et même plusieurs millénaires, puisque c'était au Carbonifère, donc il y a très très longtemps, l'amas de plantes qui se sont entassées à l'abri de l'oxygène, elles se sont transformées en charbon. Il n'y a plus que du carbone. Donc c'est bien le charbon, c'est bien quand même les plantes qui les ont fabriquées. Le pétrole, c'est pareil, c'est encore le soleil qui a réussi, alors ça se passe dans les océans avec les algues et tout ça, mais c'est aussi du soleil, de l'énergie solaire qui est transformée. Donc la plante, elle a cette merveille qui est dans la plante, c'est la chlorophylle. C'est la chlorophylle qui fait que le CO2 de l'atmosphère, l'eau qui est montée par les racines et l'énergie solaire, et il se forme alors d'abord des sucres qui se combinent pour faire des polysaccharides, et puis après, etc., des protéines, jusqu'aux protéines les plus fines, qui sont les arômes, les couleurs et tout ça. Et pour aider la plante à faire ce travail de photosynthèse correctement, elle le fait naturellement, mais on peut l'accélérer ou l'intensifier en pulvérisant la silice de corne. Silice de corne, c'est du quartz broyé très très finement et qui a séjourné pendant 6 mois, les 6 mois d'été. Alors c'est pareil entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, là par contre, et qui est resté en terre. Et à la fin quand on les sort, on a un concentré de lumière, de force de lumière. J'insiste pas beaucoup plus que ça. Et puis surtout, bon, ça on a fait, on les a bien semés, on a préparé le lit, on a choisi la bonne date,
Et puis quand ça pousse, là, on va mettre un petit peu de silice pour aider la photosynthèse. Bon, tout ça, ça marche bien. Et après, quand la plante est arrivée à sa floraison et puis à former sa graine, à ce moment-là, vient le moment de la récolte. Et là, je vous ai mis en dessous, si je peux. Non, je ne peux pas remonter. Je ne sais pas, vous voyez ma barre en bas, là, non? Non? Hein, Alan? J'ai une barre noire en bas. La sélection sur l'harmonie? Oui, Oui, on la voit, oui. d'accord. Donc là aussi, c'est pour la récolte, il faut pour sélectionner, on va choisir sur l'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais voilà, on veut quelque chose qui soit correct, qui va transmettre des bonnes, qui va produire des semences de bonne qualité. Et là, il faut choisir. On ne prend pas sur n'importe quelle plante. Une plante qui a peiné comme tout, de toute façon, une plante qui peine, vite, 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 elle fait ses graines. Parce que c'est l'instinct de survie. Mais ces graines-là, comme elles ont peiné, elles ne sont peut-être pas bien nourries. Donc, moi, je ne prendrai pas ces plantes qui sont un peu rabougries. Voilà, c'est vraiment, si on n'a rien d'autre, on prendra ça. Mais ce n'est pas un bon choix. Et de la même façon, on ne va pas choisir des plantes qui sont hyper grosses, des betteraves de 10 kilos. Non, ce n'est pas très bon, ça. Des choux qui sont trop gros, tout ça. Donc, on choisit quelque chose de médian et qui a bien poussé régulièrement. Une plante qui a souffert d'une maladie ou de ravageurs et tout ça, on évite de la prendre si on veut des bonnes semences. Hein. OK. Alors, récolter ces semences maintenant. Donc, on a eu des belles plantes, on a choisi celle qu'on va prendre. Tiens, celle-là, elle est super. Elle a poussé vraiment régulièrement et tout ça. Elle est belle, elle n'a pas été attaquée par les bestioles. Allez, je vais choisir celle-là. Mais comment je récolte les semences? La première des choses, c'est vraiment, il faut attendre. Alors ça, c'est le jardinier, il doit toujours attendre. Hein. Attendre la maturité complète des plantes. Des fois, on est pressé, on se dit, oh là là, bon, c'est presque mûr, allez, je les ramasse. Donc, une graine qui n'est pas suffisamment mûre, elle contient encore beaucoup d'eau et très vite, elle va se dégrader ou moisir. Et donc, on ne choisira pas ces plantes-là. On attend que ce soit bien mûr. Oui, qu'est-ce que je pourrais… Bon, je ne sais pas si on peut revoir. Oh, ben attends, on continue. Alors, le mieux, c'est de récolter le matin, mais pas trop tôt, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de rosée, et donc vous aurez des graines qui sont déjà humides. Si vous les récoltez, vous allez les mettre dans un bocal ou dans je ne sais pas quoi, et vous aurez à nouveau des moisissures qui vont s'y mettre. Donc, on attend après la rosée, plutôt vers le coup de… Enfin, ça dépend des jours, hein, mais peut-être du côté de vers 11 heures par là, 10, 11 heures, midi, pas après-midi, pas entre midi et 3 heures. Hein, c'est un chaos dans le ciel, il vaut mieux éviter. Mais le matin, quand même, c'est mieux que le soir. Et là, très vite, alors vous n'allez pas forcément ramasser les graines, mais vous allez ramasser les porte-graines, c'est-à-dire la plante qui s'est un petit peu desséchée. Et donc ça, vous allez les ramasser, ça va plus vite, et vous les mettez tout de suite à l'abri, dans un endroit ventilé, sec, et voilà. Et puis après, ben, vous ferez le battage, comme on dit, un petit peu plus tard. Alors c'est pareil, là, vous pouvez les mettre dans un coin tranquille, sec, il n'y a pas de bestioles et tout ça. Et là, vous attendrez, n'attendez pas trop, n'attendez pas 6 mois ou le printemps pour dire, ah, il faudrait que je les sorte. Ben, par exemple, les haricots, ils sont dans les gousses et tout ça. N'attendez pas le printemps pour les sortir, pour les semer tout de suite. Parce qu'il a pu se passer des tas de trucs dedans, on verra plus tard. Donc, on bat plutôt toujours un jour sec. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vous montre là quelques graines. C'est l'étude Limoges. C'est une variété qu'on a sauvée en Limousin. On a notre association 1001 semences limousines. Donc, on a essayé de récolter les graines qui étaient en train de se perdre, les variétés qui se perdaient. Donc, on a
réussi à retrouver la laitue de Limoges qui existait dans les catalogues dans les années 50, le chou bacalan de Limoges, le haricot coco jaune du Limousin, l'oignon de Limoges. Enfin, on a trouvé une dizaine de variétés qu'on a remis en culture et qu'on a sélectionnées. Donc là, pour vous montrer une plante prête à être récoltée. Vous voyez, la fleur est passée, et puis il y a ces petits panicules, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ces petits, ça fait comme du coton, et en fait, les graines sont là-dedans. Donc on récolte, on coupe le pied, et puis on les met à sécher, et puis après, on va le secouer pour ramasser la graine. OK. Voilà, ici, à gauche, vous avez des haricots. Alors ça, c'est une variété aussi qu'on m'a donnée. Là, on ne sait pas ce que c'est des gros haricots blancs grimpants. Ils montent à 2,50 m, 3 mètres. Et donc là, c'est pareil. On attend que les cosses, que les gousses soient vraiment bien sèches, craquantes. Voilà. Même si les feuilles sont encore vertes, c'est la gousse qu'on récolte. Là, on le récolte une à une. Et puis sur le côté droit, vous avez une rose d'Inde que j'avais ramenée d'Inde d'ailleurs. Et donc là, c'est plus compliqué parce que les bourgeons, la fleur s'est transformée en graine, hein, elle a été fécondée et tout ça, mais par contre, elle reste très serrée comme ça et tournée vers le haut. Et donc, à chaque fois qu'il pleut, ça mouille les graines et si on les laisse un peu trop longtemps, eh ben, ça moisit et c'est pas de la bonne qualité. Donc, c'est un peu délicat. On le fait petit à petit, on coupe la tige de ces fruits et après, on les met bien tout de suite à sécher. Voilà, c'était des exemples. Alors, conservez les semences, parce que ça, donc vous les avez semées, vous les avez récoltées, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous les avez battues, et maintenant, toutes ces graines que vous avez, comment on va les conserver? Parce qu'évidemment, la plupart des graines, on les sème que l'année suivante. Donc, pendant ce temps, il peut s'en passer. Hein. Vous allez récolter maintenant au mois de septembre, et puis vous arriverez allez, au mois de mars, février-mars, où vous commencez les premiers semis. Donc, ça fait quand même quelques mois où il va falloir faire gaffe à nos semences. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Alors, de tout temps, hein, je vous ai montré ici quelques façons de sauvegarder les semences. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les semences dans les communautés paysannes de différents pays, c'était quelque chose de très précieux. Donc, on a inventé dans ces pays-là, on a inventé des façons de les garder, de les protéger. Alors, protéger des bestioles, protéger des insectes. Vous voyez là, ici, je ne sais pas, vous voyez ma petite souris? Oui. Oui, d'accord. Voilà, ici en Galice, en Espagne, voilà, on a monté le grenier pour garder les semences sur des pilotis pour pas que les rats y aillent dedans. Au Sénégal, c'est autrement. Voilà, en Crète, c'est des vases, etc. Donc ça, c'est traditionnellement, c'est ce que les populations ont fait pour sauvegarder ces trésors. Parce que, évidemment, dans ces communautés, s'il n'y a plus de semences, ben, il n'y aura pas de récolte l'année suivante. Donc, on voit que c'est très, très précieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques? Je vous ai dit, il va falloir en prendre soin parce que ben, il va y avoir plein de choses qui peuvent vous tomber dessus, enfin tomber sur les semences. Des virus, des bactéries, bon, ça, c'est un peu difficile de les voir, mais ça peut arriver et en général, ce sont quand il y a de l'humidité qu'ils se développent un peu plus. Les champignons, c'est pareil. Alors, les champignons, ce n'est pas des cèpes, hein, c'est des maladies cryptogamiques. Alors, le mildiou, c'est sur la plante vivante, et après, il y a d'autres champignons qui se mettent des moisissures. Les nématodes, c'est des petits vers aussi qui peuvent bouffer les semences. Donc, on ne récoltera que, je l'ai dit tout à l'heure, que sur des plantes saines. On ne prend pas déjà des plantes malades qui pourraient transmettre aussi la maladie sur la semence suivante. Il faut aussi nettoyer rapidement les graines. Je vous ai dit, on les bat un peu plus tard, mais pas trop tard, quoi. Il faut les nettoyer le plus possible. Nettoyer, ça veut pas dire, ça veut dire simplement les secouer, les trier. Alors pour les trier, ben, vous avez des tamis
Alors, tamis de maçon, ça va très bien, avec différentes tailles. Ou alors, ben, vous prenez une petite passette à infusion là, de cuisine. Ça va très bien pour trier aussi, pour nettoyer les graines. Et les sécher surtout rapidement. Donc là, si vous avez éventuellement, je vois pour les oignons par exemple, les oignons c'est des bisannuels, hein, on les récolte que la deuxième année. La première année, l'oignon fait son bulbe. Et puis l'année suivante, on replante les bulbes et à ce moment-là, elles montent à graines et on récolte la graine. Pour séparer les graines d'oignons, on peut, on les égrène comme ça et puis après, il y a des saletés. On peut les mettre dans un seau d'eau et les graines lourdes tombent au fond et les saletés montent en haut. Donc, on peut facilement comme ça les séparer. Par contre, elles sont mouillées. Donc, très vite, il faut les mettre dans un endroit sec pour enlever toute l'humidité parce que sinon, eh ben, c'est les champignons qui arrivent. Bon, c'est des petites choses comme ça. Et puis après, bon, ça c'est pour le tri, pour les avoir bien propres et bien sèches. Et après, vous les mettez, bien sûr, vous les mettez où vous pouvez. On va voir comment. Mais il y a toutes ces bestioles-là qui vont qui sont à côté, qui n'attendent que ça. Les petites souris, entre les souris et les rats, bah, ils adorent les graines. Parce que dedans, bah, comme nous, hein, nous on mange des graines aussi, ça nous nourrit, bah, les rats et les souris aussi. Donc, attention à ça. Donc, les rats, alors là, je vous ai mis ce petit truc. Bon, les souris, c'est des petites crottes comme ça. Les rats, c'est un peu plus gros. Puis, je vous ai mis des grains de riz au milieu pour voir un petit peu la taille. Donc, les souris, c'est plus petit qu'un grain de riz. Et les rats, c'est plus gros. Hop là, pardon. Aïe, aïe. Après, les charançons. Alors ça, c'est typique de toutes les petits pois, les haricots, les choses comme ça. Ce sont des charançons, c'est des petites bêtes, hein, c'est pas gros, hein. Et c'est très coquin, je dirais. Parce que quand vous récoltez vos petits pois ou vos haricots, vous voyez les grains sont très beaux, voilà, il n'y a pas de trou. Vous dites, oh, ça c'est super. Manque de peau, à l'intérieur, il peut y avoir des œufs de charançon. Et pendant le stockage, la petite bête charançon, elle va bouffer la graine petit à petit, et puis au bout d'un moment, ben, vous verrez, elle fait un petit trou pour sortir. Et donc là, c'est le charançon adulte qui sort. Donc ça aussi, attention, les haricots, les petits pois, toutes les grosses graines en général sont attaquées par les charançons. Alors comment on fait pour éviter ça? Eh bien tout simplement, on les met au congélateur, les graines, on les met au congélateur pendant une bonne dizaine de jours, à -15, -20, et les larves de charançon sont détruites. Et après, évidemment, on les ressort, hein, on ne les laisse pas au congélateur, ce n'est pas la peine. Ténébrion, bah, ça c'est pareil, c'est le verre de farine, celui-là aussi avec ce machin, qui va aussi attaquer les graines. Quand vous en avez un paquet comme ça, bah, des fois vous voyez, oh, il y a de la poussière et tout ça, bah, oui, c'est des ténébrions, ils ont bouffé la graine. Alors voilà, ça c'est simplement une bonne façon pour conserver ses semences. Bon, vous êtes jardinier, vous n'avez pas des grands locaux pour les garder. Moi, je trouve que le plus simple, c'est une boîte à gâteaux. Alors, vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous avez le choix dans les gâteaux. Je pense que les gâteaux, les galettes bretonnes, c'est pas mal parce qu'ils sont presque toujours dans des boîtes métalliques. Bon, ça va faire plaisir aux Bretons. Mais je pense que dans d'autres lieux, il y a aussi des boîtes métalliques. C'est très pratique. Et après, chaque plante, chaque graine de plante, on les met dans des sachets en craft. C'est le mieux. Sachets en craft où on peut prendre des enveloppes, n'importe quoi, et bien identifié surtout. Il faut qu'au printemps, quand vous ressortez votre boîte à graines, vous sachiez exactement, ah, qu'est-ce que c'est là? Ah ben ça, c'est de l'oignon de Tarassac, c'est marqué dessus. Là, c'est du black bean, c'est des haricots, etc. Donc, et vous marquez aussi la date. Parce que quand vous aurez votre boîte là,
vous allez en mettre ça une année, et l'année suivante, vous allez remettre des graines. Et puis, il y aura marqué haricots, et puis il y aura encore marqué haricots, et puis vous ne saurez pas si c'est des vieilles ou des jeunes. Donc, toujours marquer la variété, l'espèce, la variété, la date de récolte. Pardon. C'est important. Mais ça, c'est un truc très simple. Hein. Mais par contre, mettez que des graines bien sèches. Alors ça, c'est un truc aussi que j'ai vu qui est pas mal aussi. Si vous voulez semer les tomates, vous savez, les tomates, on les sème tôt, en général au mois de février, début mars. Il faut les mettre à la chaleur. Il faut, je vous ai dit, au moins 18 degrés pour qu'elles germent. Et en général, on les met dans une caissette avec du terreau. Et pour avoir les plants séparés les uns des autres, ben, vous les collez, vous les mettez sur du papier filtre. Et puis, les graines de tomates se fixent directement quand elles sèchent. Elles se collent sur les trucs et vous les mettez à 5 cm, tout comme ça. Et vous avez toute votre rangée de tomates qui est bien alignée dans votre caissette de semis. Après, si jamais vous avez des graines qui sont un peu vieilles, je ne sais pas, moi, qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous dites, oh là là, j'ai des graines, là, je ne sais pas encore si elles sont bonnes. Alors, plutôt que de les semer et puis d'attendre que ça lève, et puis de vous dire, oh là là, ça ne lève pas encore, je ne sais pas, est-ce que ça va lever? Donc, vous attendez 2, 3 semaines, et puis pendant ce temps, le temps passe et il était temps de les semer et de les planter. Donc, faites un petit test comme ça sur les graines anciennes. Les graines d'une année sur l'autre, ça va, hein. La plupart des graines se conservent au moins 2 ou 3 ans facilement. Certaines beaucoup plus. Il n'y a que l'angélique. L'angélique, ça c'est une plante qui fait ses graines et ses graines ne se conservent pas plus d'1 an. Donc il faut les ressemer très vite. Donc on peut faire ça. Alors du papier filtre, là c'est du papier filtre, mais vous prenez aussi de l'essuie-tout, hein, ça va bien. Alors là on le fait plier en accordéon, c'est joli, c'est pas nécessaire. Et puis après, ou là c'est dans des petites caissettes aussi. On en met un certain nombre, là ils en ont mis beaucoup, mais vous en mettez une dizaine, ça suffit de votre sachet. Puis vous regardez ce qui se passe, si ça germe ou si ça ne germe pas. Si sur les 10, il n'y en a que 5 qui vont germer, ben, ça veut dire que votre graine, il faudra mettre le double dans votre jardin. Ça aussi, c'est pas mal aussi. C'est avec une boîte en plastique. Vous mettez votre papier filtre en bas, une cuillère à soupe ou même à café d'eau, et puis vos graines dessus, vous fermez et vous le mettez dans votre cuisine, par exemple, et vous verrez très vite si ça germe ou si ça germe pas. C'est des petits trucs. Hein. J'ai mis un petit mot aussi là sur quelque chose qui est plus général. Biodiversité végétale, animale et humaine égale équilibre. Et j'ai mis là aussi équilibre ne veut pas dire immobilier. L'équilibre n'est jamais stable. On se dit ça ne bouge pas, mais non, ça bouge toujours un équilibre, c'est toujours les deux balances, les deux plateaux de la balance qui font ça. Mais il ne faut pas que ça aille trop bas et que ça reste comme ça. Donc il y a toujours un équilibre. Des fois, vous avez des plantes un peu plus qui se développent et puis d'autres fois, ça sera les autres, etc. Donc ça, c'est toujours la nécessité d'avoir une biodiversité végétale et animale équilibrée sont les conditions pour avoir quelque chose de durable. Voilà, bon. C'était un petit aparté. Je vois que l'heure tourne, mais on peut continuer encore. Je ne sais pas, Alan, qu'est-ce que tu nous dis Oui, il sur nous le reste temps? encore 10 minutes. Oui, d'accord. Bon, ben alors on y va là-dessus. Oui, je vous ai parlé donc des communautés villageoises des différents pays qui ont conservé ce trésor qui est la graine, la semence. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ben, les semences, elles sont privatisées. Et c'est ces messieurs-là qui sont à la tête des grands groupes Monsanto, Syngenta, etc., Limagrin, etc. Donc, ce ne sont plus des paysans, ce sont des financiers. Et leur but, euh, c'est de faire de l'argent avec les semences, hein, tout simplement. Donc, ils ont réussi à faire, je ne sais pas si je l'ai mis après, on va voir. Non. Euh,
Oui, c'est-à-dire que au départ, on avait le droit de semer tout ce qu'on voulait, et ça s'est fait comme ça, des générations, et puis est arrivé un moment, là, au XXe siècle, où on a commencé à se poser des questions sur la qualité des semences, parce que c'est pareil, le commerce, parce qu'il y a eu commerce à ce moment-là. Et commerce, ça veut dire qu'il faut être sûr de ce qu'on vend et surtout de ce qu'on achète. Et donc, pour être sûr de ça, on a mis en place des règles pour dire, ben voilà, il faut quand même faire des tests pour que les semences soient vraiment, d'une part, que ce soit la variété qui est sur le sachet qui va pousser, donc il faut reproduire l'identique, et puis aussi qu'elle ne soit pas polluée par des maladies, etc. Donc on a mis en place un système de contrôle, et puis on a dit aussi il faudrait bien identifier les variétés, et à ce moment-là, on a créé un catalogue des variétés qui sont commercialisables. Ça, c'était le début, et puis petit à petit, ça s'est renforcé encore, et de plus en plus, les paysans eux-mêmes n'avaient plus le pouvoir d'échanger ou de vendre leurs semences. Il fallait absolument que ce soit contrôlé. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé petit à petit ce carcan qui est le catalogue, qui au départ était une bonne chose, mais qui s'est retourné contre les paysans. Et donc, ça a continué comme ça et on a réussi maintenant à mettre des brevets sur les semences. Un brevet, ça veut dire qu'il y a une société qui met au point une semence et on met un brevet dessus parce que ils ont travaillé dessus et donc il leur faut des royalties pour payer la recherche pour une future autre semence, etc. Je balaye tout ça très vite, hein. Et à partir de 2000, dans les années 2000, a commencé à se mettre en place. Ces grands groupes ont réussi à faire des OGM, organismes génétiquement modifiés. Donc, on a commencé à travailler un petit peu sur le cœur de la génétique des plantes et on a mis évidemment des brevets dessus. Et donc, la diminution, vous avez vu la diapo tout à l'heure, la diminution du nombre de variétés qui existaient a fondu justement aussi à cause de ça, parce que des variétés qui n'étaient pas inscrites au catalogue, elles étaient interdites à la vente. Voilà. Euh, voilà. Je passe assez vite. En 2003, c'est créé quand même, les paysans se sont dit, attends, on ne va pas se laisser faire avec ces OGM, on va quand même se regrouper et puis on va essayer de lutter contre les OGM parce que ça nous enlève le droit de ressemer nos propres semences, quoi. Et donc, c'est en 2003 qu'a été créé le réseau semences paysannes en France. Et dans d'autres pays, il y a eu aussi des groupements comme ça. 2003, et donc le mouvement d'agriculture biodynamique était au départ dans ce réseau semences paysannes et on y est resté depuis toujours pour défendre les semences paysannes, c'est-à-dire le droit de semer, d'échanger et de ressemer les semences produites par les agriculteurs. On en est maintenant bien plus loin encore, puisque on a les OGM, on a réussi à les mettre un petit peu, presque complètement interdits en France, presque. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive, ce sont des semences. Alors, c'est des nouveaux OGM, c'est-à-dire que la technologie progresse et donc on arrive maintenant à rentrer dans le génome des plantes. C'est très facile, on identifie tous les gènes et on est capable de modifier tel ou tel gène en restant dans le même génome de la même plante. Mais on modifie, on enlève un petit bout qui était sur un caractère qui gênait un peu. Voilà, on manipule comme ça avec ce qu'on appelle les ciseaux génétiques. Et donc, on a des nouveaux OGM. Et seulement ces nouveaux OGM, les grands financiers, là, ils nous disent, mais non, mais on ne peut pas mettre une réglementation OGM parce que il se peut, dans la nature, il se produit quelquefois des mutations qui font la même mutation que nous, on fait avec notre génome génotique. Donc, la grosse bagarre, elle est en ce moment au Parlement européen, parce que si ils sont considérés comme des OGM, il y a une obligation d'étiquetage. Chaque fois que vous achetez un produit OGM, c'est marqué dessus. J'espère que vous n'en achetez pas souvent, mais si ça arrive, normalement, c'est marqué dessus.
Mais là, sur ces nouveaux OGM, ce qu'ils voudraient, c'est que ce ne soit pas marqué dessus, puisque ben, c'est des choses qui peuvent se produire éventuellement dans la nature. Donc, c'est une grosse bagarre actuellement et c'est très important d'y être attentif. Mais c'est compliqué à comprendre aussi pour la majorité des gens. Je passe là-dessus, si vous voulez bien. Oui, ça, c'était une petite blague. C'était pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ben oui, mais ces choux-là, ils ne sont pas au catalogue. Donc, vous êtes poursuivi, vous n'avez pas le droit de cultiver ces choux. Donc, ce qu'il faut retenir quand même là, pour vous, jardiniers, hop là, pardon. Ce n'est pas interdit de commercialiser ces semences de variétés non inscrites. Ça, c'est si vous voulez vendre vos semences ou si vous êtes dans un groupement de jardiniers, vous pouvez tout à fait vendre vos semences, puisque ce n'est pas pour une exploitation commerciale. Vous vendez ça pour votre voisin, pour qu'il fasse ses légumes, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous les vendez, vous mettez dessus pour un usage amateur ou bien vous mettez pour une exploitation non commerciale. Et ça, c'est tout à fait autorisé. Et le réseau Semences Paysannes, c'est mis en haut là. Donc, ils ont un petit kit réglementaire. Si ça vous intéresse, vous contactez le réseau Semences Paysannes. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, ben, c'est bien joli, mais moi, je ne peux pas faire toutes mes graines. Donc, où est-ce que je peux avoir des graines, des semences paysannes? Est-ce qu'il y a des petits semenciers qui font ça? Ben oui, vous avez quelques-uns que je vous ai mis là. Germinance, donc c'est dans le Maine-et-Loire. Biogerme, c'est dans le 47, c'est le Lot-et-Garonne. Graines d'El País, c'est dans l'Aude. Semaille, alors ça, c'est pour les Belges. Enfin, c'est pour les Belges, non. C'est une maison belge qui vend aussi en France. Et vous avez aussi Sativa, qui est en Suisse et qui fait un travail remarquable sur les semences depuis très longtemps. Ce sont des biodynamistes. Alors, la plupart vendent des graines toutes bio, hein, bien sûr. Germinance a une bonne partie qui est en biodynamie et Sativa aussi. Après les autres, c'est en partie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer là? Ben, le réseau Semences Paysannes, bon, c'est le sigle, hein, c'est simplement pour vous dire que le MABD est fondateur et puis administrateur du réseau Semences Paysannes. Un petit truc là pour faire, si jamais vous voulez faire une animation autour des semences, je trouve qu'il y a des choses très belles. Là, c'est quand on était en Inde, on avait vu ça, c'était un grand truc, hein, ça faisait 3 mètres de diamètre à peu près. Rien qu'avec des graines, comme ça, on arrive à faire de très jolies choses. Vous pouvez faire ça, mais à plus petite échelle. Euh, avec les enfants, c'est très, très marrant. Vous avez des sachets de haricots. Alors, il y a des haricots, des blancs, des rouges, des noirs, tout ce qu'il y a, de tas de semences. Vous pouvez faire des choses très belles. Voilà. Et puis, je crois que j'ai à peu près fini pour l'instant. Ça, c'est des trucs. Voilà. On peut passer aux questions. Oui, je peux. Oui, voilà. Parfait. Bah, du coup, merci Patrick pour la présentation. On a quelques questions qu'on peut récolter de chat. La première, c'était quand tu avais montré les différents, les haricots, les laitues. Oui. En général, un conseil pour pouvoir savoir quand la plante est arrivée à maturité, parce que ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Ben, sur les haricots, c'est facile, il faut que la gousse soit sèche. Alors là, c'était des haricots grimpants, donc on a vu, hein, quand c'est sec, c'est cassant. Hein. Sur les haricots verts, par contre, le mieux dans votre jardin, c'est de semer votre rang de haricots verts pour récolter et vous en mettez de côté, vous en mettez 2 mètres ou 3 mètres de long. Vous mettez des piquets avec un ruban rouge, ne cueillez pas ces haricots verts-là, c'est pour la semence. Et puis à la fin de la saison, ben, vous verrez que les gousses vont sécher aussi. Après, je ne sais pas sur d'autres, sur les salades, on a vu, les tomates, ben, les tomates, c'est pareil, il faut qu'elles soient bien mûres. C'est-à-dire que un peu plus tard que celles qu'on cueille pour manger. Et à ce moment-là, vous l'éclatez et vous avez les graines dedans. Vous pouvez les rincer un petit peu pour enlever la pulpe et ça va tout seul. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Des semences de quoi?
Les poivrons, par exemple, est-ce qu'il faut qu'ils arrivent à sa coloration avant de récolte? Ben, ça dépend des poivrons, ils ne sont pas tous rouges, mais oui, il faut qu'ils soient bien mûrs, quoi. Et attendre qu'ils commencent à se dessécher. OK. Et il y avait une autre question sur la congélation. Il y avait certains qui les congèlent tout l'hiver, mais tu disais que 2 semaines, ça suffisait. Et ces 2 semaines, est-ce qu'ils sont juste après la récolte, une fois qu'ils sont bien séchés les graines, ou à quel moment tu passes par la congélation et jusqu'à combien de temps? Attention, là, si vous congelez quelque chose qui est encore plein d'humidité, vous allez faire éclater la graine. Donc, absolument bien, bien, bien sec. Et puis là, vous pouvez les mettre au congélateur. Alors, j'ai dit minimum 10 jours pour détruire les larves. Mais si vous voulez les laisser tout l'hiver dans le congélateur, ça ne va pas les abîmer, hein. Elles s'abîment, elles perdent de leur pouvoir germinatif au bout de plusieurs années dans le congélateur. Mais une saison comme ça, non, elle se garde bien. Parfait. Il y avait une autre question sur comment éviter la dégénérescence des plantes et en particulier de pommes de terre. Très bonne question. Parce que là, on n'est plus dans la semence. On est dans la multiplication végétative, c'est-à-dire qu'on prend une patate et puis on la replante et puis ça refait une patate. Mais il n'y a pas le processus que j'expliquais au début, on ne passe pas par la fleur. Donc, il n'y a pas la fleur, donc il n'y a pas de fruits. Et dans les variétés que l'on a en pommes de terre, il y en a peu. Déjà, il y en a peu qui fleurissent sous nos contrées. Et puis, il y en a peu qui arrivent à faire des fruits. Si on voulait vraiment obtenir des variétés nouvelles, il faudrait arriver à les faire mettre à fruit. Et ça, je n'ai pas de solution, hein, voilà. Donc, ce qu'on peut faire pour quand même apporter un peu de sélection, on peut faire. Alors, il y a deux techniques, en fait. Il y en a une qui s'agit, et ça, c'est dans le, je sais pas si, non, c'est pas dans le cours aux agriculteurs, je crois que c'est Maria Thun qui en parlait. Vous prenez les pommes de terre pour faire votre semence, vous prenez que les yeux. C'est-à-dire, vous réduisez la partie charnue, tout ce qui est réserve et tout ça, et vous ne gardez que le bourgeon pratiquement, avec un petit peu de pommes de terre derrière pour faire des réserves, mais vous pouvez planter ou semer ces bourgeons-là et vous aurez régénéré un petit peu la pomme de terre. Vous faites ça 2 ans, 3 ans au maximum, et vous avez régénéré un petit peu vos pommes de terre. Il y a une autre qu'on peut combiner aussi, c'est de les semer, enfin de les planter, les pommes de terre, il faut les planter, on dit semer les pommes de terre, c'est pas bon ça. C'est planter les pommes de terre un jour où la lune est dans le bélier. Le bélier, c'est une constellation de feu, de fruits, et donc on a aussi, comme on ne peut pas passer par la graine, on passe par quelque chose qui s'y rapproche un petit peu, qui va dans le même sens plutôt. Donc en bélier, on sème en bélier et on récolte en bélier aussi, et donc on a comme ça des pommes de terre qui sont un petit peu régénérées. Mais alors, on fait la même chose sur la vigne. La vigne, la plupart du temps, ben, c'est pareil, hein, ça passe par bouturage. Donc, c'est une végétation, une multiplication végétative. On ne passe pas par la graine et à terme, ça peut dégénérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains viticulteurs qui commencent à faire soit du semis de bourgeons de vigne, hein. Mais toutes les plantes qu'on reproduit par bouture, en fait, ce sont des clones. Les champs de lavande, la plupart du temps, ce sont des clones. Il n'y a pas de reproduction par la graine. C'est un gros problème, hein. Et il y a une question par rapport à la distribution de semences. Donc, tu nous as donné quelques tuyaux pour acheter de bonnes graines, mais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on trouve dans des magasins comme Maison.fr, Cambert ou Botanica, etc., des magasins de jardinage en général? Ben, d'une manière générale, bon, bon, il y a des graines qui sont classiques. C'est des grands groupes, hein, Close, Villemorin. On dit, oh, c'est français, tu parles. C'est Limagrin qui est derrière. C'est les grands groupes qui sont derrière, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Après,
si vous achetez dans les grandes surfaces ou les magasins, vous aurez des graines bio quelquefois. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience là-dessus de savoir quelle est leur qualité et d'où elles viennent. Chez les semenciers que je vous ai donné les adresses, là, on sait, on a la traçabilité, on sait qui les a produits. Germinance, par exemple, ben, en Limousin, on a la chance d'avoir 7 ou 8 producteurs de semences. Et on les connaît, donc il y a la traçabilité. Ailleurs, on ne sait pas trop. Alors, je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises, mais je ne sais pas. Elles sont peut-être bonnes, hein. Est-ce que ces graines quand sont hybrides, ils sont toujours indiqués que c'est des graines hybrides ou pas forcément? C'est rarement marqué hybride, c'est marqué F1. F1, c'est la première génération des hybrides. Donc, évitez ça parce que là, vous n'avez pas une semence qui est fidèle. Alors, elle va vous donner de la tomate F1, ça va vous donner des tomates. Mais si vous gardez les semences, vous n'aurez pas la même tomate. Donc, ce n'est pas bon. N'utilisez pas les F1. Et les F1, vous ne pouvez pas les faire vous-même. Enfin, c'est très pointu de faire ça. Donc, vous ne pourrez pas. Donc, pas, ça ne va pas dans le sens de reprendre l'autonomie sur vos semences. Par rapport à la reproduction des tomates, il y a parfois des mutations. Est-ce qu'il y a moyen de les éviter? Des mutations? Des mutations qui se produisent? Oui, c'est Marthe Rode qui demande comment éviter des mutations pour les tomates, des mutations indésirables. Alors, mutation, je ne vois pas trop. Ce qui peut se passer, c'est des hybridations. C'est-à-dire, vous avez deux variétés différentes et elles peuvent se croiser. Alors, chez la tomate, ce n'est pas très courant, ça peut se produire. Donc, à ce moment-là, vous avez un hybride des deux. Mais c'est rare. Je ne sais pas si c'est ça, mais pour la plupart des plantes, c'est pareil, hein. Il y a des distances à respecter si vous voulez pas que, si vous avez deux variétés qu'est-ce que je vais dire? Bah, de haricots, par exemple, si vous les mettez deux rangs à côté de variétés différentes, il y a un petit peu d'hybridation qui va se faire. Donc, vous n'aurez pas la variété pure quand vous récoltez. Donc, essayez d'écarter. Et le mieux, c'est de ne cultiver qu'une variété de chaque espèce. Ah, ça, c'est pareil. Après, on va rentrer dans le détail. Il y a des plantes qui s'hybrident très facilement, les choux, certaines courges, tout ça. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. On ne peut pas rentrer dans le détail là aujourd'hui. Il y a une question sur la silice des cornes. Est-ce qu'on peut faire un passage de silice des cornes avant de la récolte des semences pour améliorer la conservation ou ça va dépendre des types de plantes? Non, non, on peut toujours avant, c'est-à-dire pas juste au moment de la récolte. Plutôt, ça serait, je dirais, plutôt au moment où la plante est en train de faire sa graine. Voilà, peut-être 15 jours, 3 semaines avant, la silice va renforcer ce processus de concentration vers la graine. Et à ce moment-là, oui, on aura une qualité supplémentaire. OK. Et il y a une question encore sur les différences entre les maisons de distribution de semences. Et il y a quelqu'un qui demande un peu plus d'éclairage sur la différence entre un grain bio chez Cocopelli, par exemple, et les grains de germinance ou des sativa qu'on a cités tout à l'heure. Ben, le problème avec Cocopelli, c'est un petit peu compliqué. Cocopelli, c'est quelque chose qui a été monté donc, il y a un petit moment. Et ils ont fait un énorme travail de sensibilisation aux semences dans le monde entier. Hein. Ils ont fait énormément de boulot. Ils ont mis en place des amateurs qui ont fait des graines et qui les échangent et tout ça. Je trouve que c'est un travail formidable de connaissance et de remise à l'honneur des semences. Après, sur la qualité des semences qui sont vendues, je serai plus réservé parce que ça manque un peu de professionnalisme. Il y a beaucoup d'amateurs qui font des graines et ce n'est pas toujours de haute qualité. C'est comme si moi, dans mon jardin, je fais des graines comme ça, ben, j'essaye de le faire bien, mais enfin, il n'y a pas
le sérieux des professionnels. Voilà. En ce sens-là, la plupart des maraîchers, d'ailleurs, utilisent très peu les graines de cocopélie. Ce n'est pas pour les démolir, hein. Pour les jardiniers, c'est très bien. On a une variété de choses, c'est impressionnant. Parfait. Et je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question directement. Non, personne. J'ai vu une question. Alain, pardon, c'est Simone là, bonsoir. Il y a Oui, quelqu'un qui a posé une question concernant les carottes, qui n'avait jamais vu ces carottes monter à fleurs, mais en fait, ce n'est que la deuxième année. Donc j'ai répondu à la personne, mais c'est pour tout le monde, avec l'œil d'un maraîcher à côté de moi. Il faut absolument, il faut absolument, vous choisissez de belles racines, vous les conservez durant l'hiver dans du sable, dans une caisse de sable, et ensuite vous repiquez ces racines en février, et là vous allez voir ces carottes monter. Et ce sont ces graines que vous allez récolter quand, Simon? L'année d'après. Ouais, au courant de l'été suivant. Voilà. Donc, c'est sur un temps long que ça se produit, les semences pour les carottes, par exemple, hein, pour ce type de plante. Voilà. Oui, je l'ai dit rapidement pour l'oignon, mais il y a deux types de plantes. Il y a des plantes annuelles et puis il y a des plantes bisannuelles. Donc, les bisannuelles, elles font leurs graines que la deuxième année. C'est le cas de certains choux, c'est le cas des oignons, c'est le cas des carottes, des betteraves, qu'est-ce que je vais dire encore? Enfin, il y a un certain nombre de plantes, vous n'avez jamais vu la graine parce que la première année, ça ne fait pas de graine. Donc, c'est que la première année, elle fait ses réserves et la deuxième année, elle part de ses réserves pour monter à fleur. Donc, ça, alors, c'est un peu délicat, hein, parce que il faut passer l'hiver. Alors, si vous êtes en Bretagne où il ne fait pas trop froid ou dans le sud où il ne fait pas trop froid, ça va, on peut conserver facilement. Si vous êtes dans l'Est, les carottes, il faut bien les protéger si vous voulez qu'elles résistent à l'hiver. Et les carottes, c'est quand même attention aussi aux hybridations avec les carottes sauvages. Je voyais tout à l'heure quelque chose sur le problème de la lavande. La lavande, elle est reproduite par bouturage, à ma connaissance. Il y a peut-être, je pense qu'il y a quelqu'un là dans la salle qui connaît bien ça, et c'est pratiquement toujours des clones. Où est-ce qu'ils sont là, les producteurs ils sont par là, j'ai vu tout à l'heure. Stéphane était par là. Oui, peut-être Oui, c'est Marion. Oui, Marion. Donc, j'ai répondu dans le chat là. En fait, la lavande peut tout à fait se reproduire par la semence. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de faire la reproduction par le bouturage. Donc, la pratique générale, c'est le bouturage. Mais en réalité, on peut très bien conserver ces semences. Alors, il faut évidemment récolter les graines à maturité. Avec le danger que souvent la lavande est récoltée pour l'huile essentielle et donc les graines sont souvent brûlées, en fait, échaudées à l'alambic. Mais il faut récolter les graines à maturité. Nous, on consacrait et on consacre encore des plants spécialement pour la semence qui sont cultivés comme des plants mères, c'est-à-dire qu'on leur donne plutôt des soins en jour fruits et on va récolter les graines en jour fruits, alors que la lavande, on va plutôt la récolter en jour air-lumière. Voilà. Mais c'est tout à fait possible de faire des graines de lavande. C'est assez difficile à faire germer. Il faut les hiverner au congélateur aussi. Là, ce n'est pas pour une question d'insectes, mais c'est pour qu'elles aient vraiment l'impulsion du froid hivernal. Et souvent, il faut un peu les passer au papier émery pour qu'elles puissent germer. Voilà.
Merci. Mais évidemment, le problème, c'est que c'est tellement plus simple de faire des boutures. Mais le clonage, il y avait la question. Le clonage, ben, ça amène une dégénérescence. On a d'énormes problèmes sur la lavande, de dégénérescence de la lavande. On a aussi maintenant le problème sur le romarin et même sur le thym parce qu'on a cloné. Mais si on passe par la semence, on a beaucoup moins de risques de dégénérescence. Et puis, quand on est en clonage, on a que des plantes qui sont les mêmes. Donc, en fait, on a beaucoup moins de variété au niveau des molécules qui composent une huile essentielle, par exemple. Oui, c'est toujours ce problème-là. De passer par la semence, ça veut dire quelque chose quand même pour la plante. Hein. Et c'est vraiment ce moment de concentration qui se produit dans la graine, c'est quand même exceptionnel. Et s'il n'y a pas ça, petit à petit, c'est vrai, ça perd un petit peu de force de reproduction. Oui, il y a quelqu'un qui dit que les graines de lavande sont très petites. En effet, elles sont très, très petites. Donc, oui. Voilà, et très légères. Sur la taille des semences, des graines, je vous donne quand même quelques chiffres. Hein. Cette année, moi, j'ai semé aussi de l'Artemisia annua, vous savez, cette armoise-là qui a servi pour aider à lutter contre le Covid. C'est une graine minuscule. Il y a 8000 graines dans 1 gramme de semences. Donc, c'est énorme. Et puis, à côté de ça, de l'autre côté, vous avez la noix de coco qui doit peser plusieurs kilos pour 1 graine. Donc, vous voyez, il y a énormément de variétés là-dedans aussi. Et c'est pas parce que… Alors, l'Artemisia, moi, j'ai été surpris parce qu'au départ, je croyais que c'était une petite une plante, une touffe ou comme ça. En fait, c'est une plante qui monte jusqu'à 2 mètres de haut, quoi. Donc, dans cette minuscule poussière que j'ai semée, bah, il arrive à un machin qui fait 2 mètres de haut. Mais si vous regardez le gland et le chêne, bah, c'est quand même… Vous voyez, cette puissance qu'il y a dans la graine, cette semence-là, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Il faut en être quand même admiratif. Moi, je suis admiratif devant ce chose-là. Et Patrick, est-ce que tu as un livre à nous recommander sur comment faire nos propres graines? Il y a des livres après spécialisés. Moi, Christophe Bouet, là, qui a fait un bouquin, mais qui s'adresse peut-être un peu plus aux professionnels. Oh, pas vraiment. Ça s'appelle Faire ses graines, je crois, c'est comme ça. Christophe Bouet. Il est à… Comment ça s'appelle là-bas? Graines del País, je crois, ou par là dans le sud. On le trouve, il est sorti il y a quelques années. Hein. Mais il passe tous les légumes et il y a toutes les indications comment faire la graine. C'est celui qui me vient à l'idée, Christian Bouet, produire ses graines bio. Voilà, c'est ça. C'est Théo qui a envoyé ça. Merci. Et par rapport à l'exemple qui donnait Marion sur la plante mère de la lavande, qu'on va faire des soins peut-être dans des jours différents, et l'exemple que tu donnais au départ de faire en lit de semences, est-ce qu'au jardin, on doit vraiment, par exemple, si on veut faire des graines de tomates cette année, on va planter ces tomates ailleurs et pas forcément à côté des tomates que je sème pour récolter plutôt, ou on peut quand même sélectionner une des plantes parmi tous les autres qu'on a pour récolte pour faire nos graines? Je l'ai dit, en général, ne faites pas un truc particulier pour faire de la semence. Vous faites des choux, ben, vous en gardez quelques-uns pour faire votre semence. Vous faites des haricots, vous en faites 20 mètres de long et puis vous en prenez 5 pour faire de la graine. Voilà, c'est pas des soins particuliers, mais il ne faut pas compliquer trop les choses. Hein. Si vous voulez faire des trucs à part, une variété de tomates, j'ai 3 pieds et puis les autres, je les fais un peu plus loin parce que, bon, non, vous simplifiez-vous la vie. Et puis, oui. Okay. Est-ce que quelqu'un a une autre question qu'il souhaite poser directement? Tu as passé tout le chat là? Oui, normalement on a passé toutes les questions. Bon, j'avais quelques proverbes aussi quand même. Bonne semence fait de bons grains, par exemple. Ou le mal ou le bien de sa semence vient.
Ça, c'est en Bretagne, on dit ça. Et ce que tu ne peux acheter, sème-le. Voilà. Ça, c'est au Bangladesh qu'on dit ça. Mais ça, alors, je voudrais dire aussi quand même, là, on vit quand même une période, ouais, un moment un peu difficile, basculement. Enfin, c'est un peu inquiétant où, disons qu'on est un petit peu dans l'expectative. Et je voudrais insister quand même parce que ben, la première des choses qu'il nous faut, parce que dans le changement qui se propose, qui arrive là, je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est manger. Et donc, faire son jardin, c'est se prémunir aussi d'avoir toujours de la nourriture ou en partie de la nourriture. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de faire son jardin et de faire la semence, d'être autonome, parce que si on n'a plus de semences, si on est obligé de se fournir d'OGM et des machins comme ça, ben, vous aurez quand même la possibilité de faire vous-même, d'être autonome sur votre nourriture en cultivant votre jardin. C'est un encouragement à faire votre jardin. C'est essentiel au jour d'aujourd'hui. Il y a une dernière question, Oui. Patrick. Et je souhaite devenir sémencière, mais j'ai du mal à joindre les maisons sémencières pour me présenter. Qui pourrais-je contacter pour entrer dans les réseaux? Eh bien, alors, je ne sais pas dans quelle région il est, mais de toute façon, contactez les 3-4 maisons là, que je vous ai données et ils peuvent passer un contrat. Alors, c'est des contrats à l'année, hein, donc ils s'engagent à produire, je sais pas, 20 kilos de semences de tomates, par exemple. Et donc, c'est un contrat qui se passe avec les semenciers. C'est ce qui se passe ici dans ceux que je connais c'est leur boulot hein, de faire de la semence. Et les contacter, puis leur dire voilà, je veux bien vous faire des semences pour vous, dites-moi comment faire, etc. Je pense que c'est le mieux. Hein. Il y a 3-4, vous envoyez ça aux 3-4 adresses que je vous ai données. Il y en a d'autres, évidemment, Cocopelli aussi, pourquoi pas, ou bien AgroSemences aussi, je ne les ai pas cités, parce que ben, certains vendent aussi des hybrides et ça ne me plaît pas, mais c'est mon truc, ça. Parfait. J'ai une question pour moi-même. J'ai amené de Chili des patates et Oui. des patates spéciales en couleur violette, etc. Mais je n'ai pas réussi à les faire bien. Enfin, j'ai réussi à les faire germer, mais ils ne sont pas vraiment fait des belles plantes. Et je pense qu'ils s'étaient un peu déréglés par rapport au changement des saisons. Et ils ne s'étaient pas compris qu'ils sont passés d'une température ou une ambiance l'été et puis venir au contraire à l'hiver. Est-ce que tu as des conseils pour ça quand tu as des graines que tu peux amener d'ailleurs? Ben, oui, toi, tu t'es très bien adapté, donc il n'y a pas de problème, mais tu n'es pas une plante. Hein, voilà, mais il y avait dans le temps, ça existe encore, je crois, à Paris, le jardin d'acclimatation. Et c'était tous les explorateurs qui allaient dans le monde entier, qui ramenaient des plantes comme ça. Et donc, pendant quelques années, ils étaient cultivés dans ce jardin d'acclimatation. Et au bout d'un certain temps, ça peut marcher, ou ça ne marche pas hein, aussi, ça dépend. Mais on ne peut pas le demander un tel changement en si peu de temps, quoi. Il faut que tu insistes, l'année prochaine, que tu les bichonnes un peu plus. Il faut en prendre soin. Et il y a des chances que ça s'acclimate, mais ce n'est pas en une génération. Hein. Ok, merci. Bien, bien. Je pense qu'on peut commencer à clôturer. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à nous partager, Patrick. Ben, pour cette première chose-là, je crois que on a fait rapidement le tour. Alors évidemment, je n'ai pas traité tout hein, parce que
ça n'en finirait pas, et puis après, ça devient très technique. C'était simplement pour vous dire, la semence, c'est quand même une merveille, et soyez-en conscients, et comme ça, vous arriverez à protéger, parce que c'est un bien de l'humanité aussi. Et donc, on est responsable de ça. Et ne nous laissons pas faire par ces financiers-là. Voilà. Courage, c'est pas simple, mais essayez, vous aurez quand même sur une ou deux semences, vous aurez des résultats, vous serez content. Je suis sûr. Et si ça ne va pas, ben, vous m'appelez. On pourra continuer la discussion.